Depuis 1993, l'Institut universitaire du Golfe de Guinée, ses 3 écoles, ESG, ISTA, ISA. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à cette autre édition de la revue des Grandes Unes sur Equinox Télévision et nulle part ailleurs. Pour ceux qui sont actuellement sur le chemin des classes et qui sont déjà en classe, bonne rentrée à tous. Allons du côté des kiosques pour découvrir les principales unes parvenues à notre rédaction et ouvrons le bal avec la nouvelle expression qui parle justement de rentrée scolaire. Et cette rentrée scolaire est pas de mesures particulières anti-Covid, alors que des centaines de milliers de jeunes Camerounais vont prendre le chemin de l'école aujourd'hui, ont pris le chemin de l'école aujourd'hui, au moment où le gouvernement a lui-même annoncé la 3e phase de propagation du coronavirus, manifestement plus meurtrière que les précédentes. Les pouvoirs publics n'annoncent rien pour protéger la communauté éducative. Et justement, restons avec le journal La Nouvelle Expression qui parle aussi de l'autopsie que fait ce syndicaliste Jean Takungan sur ses frais d'APEE censés révolutionner le système éducatif au Cameroun, mais qui s'est transformé en véritable niche pour les barons de la mafia du système éducatif. L'autopsie de ces frais d'APE sont une titraille du journal La Nouvelle Expression. L'œil du Sahel aussi, qui parle de rentrée scolaire, il parle de ces 224 000 élèves qui retournent à l'école dans l'extrême nord. Un retour tonitruant, un nombre d'élèves qui reprend le chemin des classes qui est assez significatif et qui contraste fortement avec un problème criard dans cette partie du pays, le manque d'effectifs du côté des enseignants. C'est ce que nous dit le journal L'Œil du Sahel. Le Cameroun Tribune aussi qui parle de cette rentrée scolaire et parle du grand départ. Le grand départ pour des centaines de milliers d'écoliers et d'élèves qui regagnent le chemin des classes. Et le journal nous propose aussi les derniers préparatifs qui ont été faits pour cette rentrée des classes et les mises au point du ministre de l'Éducation de base. Avec Éco-Santé, c'est une rentrée, c'est une année de tous les maux. Une année de tous les maux, nous dit le journal Éco-Santé, avec notamment le retour des classes qui signent peut-être, qui sait, le retour des violences entre élèves, le retour des violences enseignants-élèves également, et la consommation des stupéfiants et aussi des actes répréhensibles dans les murs des établissements. Alors se dirige-t-on vers une nouvelle série de bavures à l'intérieur et même à l'extérieur des établissements scolaires? C'est ce que nous propose de découvrir le journal Éco-Santé. En international, le journal La Nouvelle Expression nous propose la Guinée-Conakry et la chute d'un dictateur, alors que le président Alpha Condé s'est finalement fait mettre le grappin dessus par les éléments de la junte militaire. Ces derniers qui se sont mis à eux, qui se sont posés comme mission d'extirper le président Alpha Condé du pouvoir, lui qui s'accroche depuis plusieurs années. Et puis le Messager qui s'interroge, est-ce que c'est une sortie de Condé des livres d'histoire par la petite porte? Est-ce que c'est une sortie par la petite porte? C'est la titraille du Messager aujourd'hui. Les journaux qui nous parlent également de ce qu'il serait peut-être convenu d'appeler l'Olembe Gates. L'Olembe Gates, notamment le Cameroun Tribune qui parle d'un test réussi, test grandeur nature pour savoir si le stade Olembe serait prêt à accueillir les rencontres de la CAN. Entre-temps, elle a accueilli la rencontre Cameroun-Malawi, comptant pour les qualifications pour le Mondial Qatar 2022. Et c'est un test réussi pour le Cameroun Tribune. Le Jour qui ne voit pas et n'entend pas les choses de cette oreille et nous propose en réalité les choses qui ont été vues et entendues du côté du stade Olembe, alors que des voix s'élèvent pour décrier le fait que les journalistes aient été mis à côté de cette hors de cette rencontre. Eh bien, des suspicions font déjà mention du fait que le stade Olembe ne soit pas prêt pour cette compétition. Et justement, mutation renchérit sur ce sujet avec ce huis clos trompeur, alors que les autorités de la FECAFOOT ont fait mention du respect des mesures de la CAF en ce qui concerne la lutte contre la pandémie de Covid-19, eh bien, le journal Mutation parle d'un huis clos trompeur, alors qu'en réalité, le stade Olembe n'est pas prêt et n'aurait pas dû accueillir cette rencontre. Et déjà, le doigt accusateur de la CAF
pointe du côté du gouvernement parle d'un mensonge d'État qui aurait été perpétré par le ministère des Sports, et Émergence aussi qui s'accroche sur cette actualité et mentionne que Paul Biya doit prescrire un audit de toute urgence alors que des doigts accusateurs se pointent déjà sur le gouvernement. Est-ce que le président de la République va réagir? Est-ce que le président est conscient de s'être fait flouer par ses collaborateurs? Et la Chambre des comptes devrait saisir cette actualité, ce problème, cet Olembe Gate, nous dit le journal Émergence. Et puis, affaire des biens résiduels, repère qui parle de la descente aux enfers du cabinet Atout, alors que ce dernier est en train d'être à maille à partie avec la justice. L'Indépendant, lui, nous propose des vérités que l'on veut occulter sur cette affaire des biens résiduels des ex-ONCPB et Régie Fercam, et taxe déjà le Conseil supérieur de l'État d'INAP à effectuer le dit audit, alors que justement les raisons qui sont évoquées, les intérêts mafieux qui se cachent derrière cette audition et des membres du Conseil supérieur de l'État indexés. Ce sont les vérités qu'on veut occulter et que le journal L'Indépendant nous propose de découvrir aujourd'hui. Et voilà en quelque sorte en ramasser les unes parvenues à notre rédaction pour ce lundi 6 septembre 2021. Et pour comprendre les enjeux, les contours, les pourtours et surtout le pourquoi du comment, j'ai aujourd'hui sur le plateau Bernard Batama, journaliste, directeur de publication de Camerbi. Bonjour. Bonjour Cédric. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Equinox TV. J'ai dit aujourd'hui, I wish a successful school New Year to all Nord-Ouest and South-Ouest. Et je souhaite une année pleine de succès pour tous les élèves du secondaire et du primaire qui ont repris les classes ce matin. Justement, on leur souhaite tout le courage du monde, avec ses parents aussi, qui rencontrent d'énormes difficultés. Fidèle à vous-même, Bernard Batama, vous n'oubliez pas ces populations de ces différentes localités anglophones. Ouvrons le bal, justement. Avant d'ouvrir le bal, je viens de le recevoir sur le plateau. Lui aussi courait après la rentrée scolaire, j'imagine. Et il a quand même fait l'effort d'être des nôtres et de partager son expertise et bien sûr sa lecture des principales unes parvenues à notre rédaction aujourd'hui. Lui, c'est Thierry Niopet, journaliste. Bonjour Thierry. Bonjour à Bernard, bonjour aux téléspectateurs de la des Grandes Unes. Il faut dire que je suis quelque peu soufflé parce que j'ai dû dévaler les matchs qui mènent sur ce plateau. Mais bon, l'essentiel étant d'être là. Je suis là, la rentrée scolaire, les embouteillages, pour imaginer. Bon, mais le plus important, c'est que nous soyons à la hauteur des sujets posés sur la table. Justement, nous allons entrer de plein pied dans les sujets qui sont proposés aujourd'hui par les principales unes. Et à tout seigneur, tout honneur, c'est la rentrée scolaire, justement, qui est à l'honneur. Et le journal La Nouvelle Expression qui parle d'une rentrée scolaire sans mesures particulières contre la Covid-19. Est-ce que, justement, avec cette rentrée des classes, des centaines de milliers d'élèves qui reprennent le chemin des classes, et le variant Delta qui circule, pourquoi ce mutisme du gouvernement qui n'a toujours pas promulgué de nouvelles mesures pour protéger le corps éducatif? Et il faut dire que, entre autres mesures qu'on devait prendre, je crois que c'est Ecosanté qui fait l'état des lieux de l'éducation en général au Cameroun, en posant tous les mots qui minent la bonne marche de l'école au Cameroun, oui. Notamment ce que moi je peux qualifier grosso modo de délinquance juvénile. Et je pense qu'en tant que sentinelle de la conscience collective, Ecosanté a tout fait et a bien fait de remettre tous ces mots-là le jour de la rentrée pour demander au pouvoir public de tenir compte de ce que à l'école aujourd'hui il y a la drogue, de tenir compte de ce que à l'école, parfois les armes blanches pénètrent, de tenir compte de ce que à l'école aujourd'hui les élèves agressent les professeurs et les élèves agressent les élèves tuent les professeurs quelles sont les mesures qu'on a prises, parce qu'il faut gouverner, c'est prévoir, c'est anticiper. Moi je pense que l'Ecosanté a fait un travail vraiment profond qui interpelle la communauté éducative en général, c'est-à-dire les parents, les enseignants, les responsables d'établissement, et même les élèves eux-mêmes.
et même les élèves eux-mêmes, pour leur dire que voilà le danger qu'on court au quotidien. Que faut-il faire pour éviter des dérives pendant que nous sommes en début d'année? Moi, je pense que... Bon, maintenant, pour revenir sur la Covid-19, et la fois dernière, sur ce plateau même, nous avons... La presse a évoqué que la Covid-19 est en pleine expansion aujourd'hui. Oui. On a parlé de 1250 contaminations en 15 jours. Et nous avons une quinzaine de décès. Voilà, nous avons parlé de cet effet de multiplication qui peut intervenir et qui peut faire contaminer beaucoup de personnes. Et cela arrive justement au moment de la rentrée scolaire. Qu'est-ce que les pouvoirs publics, qu'est-ce que le ministère, qu'est-ce que les établissements ont prévu pour lutter contre cela? En tout cas, nous les parents, moi j'ai accompagné les miens aujourd'hui, j'ai pris soin de leur offrir un masque, de leur dire, prémunissez-vous d'un masque pour prévoir des éventuelles contaminations. Il faut que chacun joue sa partition. Ce n'est pas seulement les pouvoirs publics, ce n'est pas seulement les chefs d'établissement, c'est tout le monde, c'est toute la communauté éducative qui doivent s'approprier cette situation de Covid-19. Justement, Thierry Niopet, aujourd'hui, est-ce que les masques, les cache-nez, le gel hydroalcoolique et même cette opération de lavage des mains pourra freiner la propagation de la pandémie et notamment du variant Delta qui, soit dit en passant, est plus virulent et contagieux que ses prédécesseurs? Quand vous parlez d'un sujet aussi important comme celui-là, il est question et davantage important de souligner avec véhémence que la lutte contre la Covid-19 est une affaire de tous et de chacun. Alors quand on demande au gouvernement ce qu'il a fait, déjà nous en tant que parents d'élèves, nous qui avons envoyé ces enfants ce matin à l'école, est-ce que nous avons fait ce que nous devions faire à notre niveau en termes de sensibilisation et d'éducation pour notre progéniture? Parce qu'un enfant qui va à l'école va au contact des autres enfants. Il est clair que la maladie qu'il ramènera touchera nécessairement la famille et les chefs de famille que nous sommes. Donc, d'une manière ou d'une autre, nous devons également jouer notre partition en éduquant, en informant et en sensibilisant nos enfants. C'est la raison pour laquelle Bernard l'a dit tout à l'heure, je crois que tout parent d'élève normal et soucieux de l'avenir de son enfant a dû lui donner au minimum un masque et le gel hydroalcoolique parce que le lavage systématique des mains ne fait plus partie de notre quotidien. Oui, de notre routine. En réalité, on ne trouve plus cela, même quand bien même ce seau est là, et le savon, rares sont les Camerounais qui l'utilisent encore. Faites un tour du côté, en fait, descendez et vous allez vous rendre compte qu'on continue à être 2, 3, voire 4 sur une moto dans les taxis, le nombre n'a pas bougé. Au niveau, vous avez vu l'affluence dans les agences de voyage. Il y a une promiscuité qui règne ces derniers jours, surtout à cause de cette rentrée scolaire. Donc, vivement que tout le monde s'implique dans cette lutte-là. Et maintenant, au gouvernement également de faire ce qui s'impose pour que le variant Delta ne dessine pas. Vous avez vu la semaine dernière, on avait parlé de plus de 12 000 nouvelles contaminations en 2 semaines seulement. Et avec cette rentrée scolaire, nous nous interrogions déjà. Il y a une semaine, avec cette rentrée scolaire, est-ce que le chiffre de 12 000 en 2 semaines ne va pas multiplier, voire quadrupler? On ne sait pas grand-chose, mais toujours est-il que tout le monde doit porter du sien à cette lutte-là. Cette lutte. L'État en premier, donc, parce qu'il y a quand même des budgets qui ont été débloqués pour cela. Il faut que ces budgets soient utilisés à bon escient. Justement, cette pandémie de coronavirus qui fait actuellement beaucoup parler d'elle à l'heure où le journal Éco-Santé le mentionne, le rapport de l'Organisation mondiale de la santé portant pour le 31 août dernier mentionne la découverte, l'apparition d'un nouveau variant, le variant mou. C'est comme ça qu'il a été appelé, le variant mou, découvert du côté de la Colombie, qui, selon les experts de l'OMS, résisterait à toutes les formes de vaccins que l'on peut avoir aujourd'hui à travers le monde. Justement, l'œil du Sahel qui nous parle encore de cette rentrée scolaire et nous emmène du côté de l'extrême nord avec ces 224 000 élèves qui reprennent le chemin de l'école dans un contexte assez compliqué, hormis de la pandémie de coronavirus. Le problème criard de l'effectif des enseignants dans cette partie du pays est également mentionné, Bernard Batama. Est-ce qu'aujourd'hui,
on se dirige vers une rentrée, encore une fois, à pas de tortue du côté de l'extrême nord? Non, mais je pense que c'est un problème séculaire. C'est un sempiternel problème, celui des effectifs. La communauté éducative augmente tous les jours. Les enfants, ils naissent tous les jours et puis ils doivent aller à l'école. Je crois que c'est un problème que les pouvoirs publics doivent juguler. On a apporté une solution, un palliatif à ce problème-là, qui est celui des APE, avec ce recrutement des parents, des maîtres des parents d'élèves, même si par ailleurs cela ne se fait pas suivant les règles de l'art, avant qu'on arrive justement sur ce sujet de l'APE. Moi je pense que le problème des effectifs est un problème qui se pose dans les zones urbaines comme dans les zones rurales, et que le pouvoir public et que la communauté éducative et que le ministère de l'éducation, et que ce soit celui de l'éducation de base, puisse prendre accord pour trouver une solution. C'est un problème qui est séculaire, c'est un problème qui se pose tous les ans. Il faut multiplier les écoles, il faut multiplier les structures, il faut multiplier les bâtiments pour que les enfants aillent à l'école. Il ne faut pas oublier que ça relève de l'État. C'est un des devoirs régaliens de l'État, donner l'éducation à ses enfants. Justement, Thierry Niopé, aujourd'hui, pourquoi est-ce que ce problème se pose encore en 2021, depuis plusieurs années, plusieurs décennies même? On parlait déjà de cette sous-éducation du côté de l'extrême nord avec ce problème criard d'enseignants. Aujourd'hui, 224 000 élèves reprennent le chemin des classes. Pourquoi est-ce qu'on se pose? Pourquoi l'État ne joue pas son rôle de pourvoyeur d'enseignants? Je vous assure que si vous avez l'occasion de voir les images qui viennent de Garoua, de Maroua, vous aurez des larmes aux yeux. J'ai le privilège justement d'avoir quelques collaborateurs là-bas qui nous ont envoyé des images ahurissantes. Je salue au passage, si vous permettez, Amadou Kaou et jusqu'à Bougné qui abattent un travail formidable, parce que là-bas vous verrez effectivement que les enfants continuent à fréquenter pratiquement à l'air libre. À même le sol. À même le sol, à l'air libre, je vous assure. À se demander si les partis ou la partie septentrionale du Cameroun, qui est quand même un vivier important électoral. du rassemblement démocratique du peuple camerounais, devrait toujours être logé à la mauvaise enseigne. Est-ce qu'il a été oublié? Ce sont des parents pauvres, justement, du renouveau. Pourtant, je dirais pas que c'est du bétail électoral, mais en cette période de renouvellement des organes de base, justement, de cette formation politique qui a le vent en poupe de ce côté, au-delà de toutes les plaintes, de toutes les récriminations, on continue à voter massivement le RDPC de ce côté. Pourquoi? Justement, ce n'est que dans cette partie du pays. Bernard l'a dit tout à l'heure, c'est le cas ailleurs, certes, mais les problèmes ne sont pas aussi cruciaux, ne sont pas aussi importants comme ce que nous avons de ce côté. C'est la raison pour laquelle la secte islamique Boko Haram, vous le verrez certainement du côté de Koza, où il y a une grosse mobilisation contre Boko Haram. Mais justement, la secte islamique Boko Haram, négationniste comme l'appellent certains, a réussi à avoir un terreau fertile de ce côté, parce que là-bas, il y a un problème d'analphabétisation qui se pose. Justement. Alors, des gens n'ont pas nécessairement accès à l'éducation de qualité, et parfois il est plus facile de planter la graine, d'enrôler justement les populations de ce côté, surtout les jeunes de ce côté. Donc, il est plus qu'important. On se rappelle qu'il y avait d'ailleurs eu un plan triennal pour le Grand Nord. À quel niveau cela se situe? Justement. Il faudrait que l'on nous dise exactement, parce que je vous assure, avoir les images qui viennent de ce côté ne pousse pas à donner du sourire aux lèvres. Justement, Bernard veut rajouter quelque chose sur ça. Il faut dire que il y a une formule au Cameroun, une habitude au Cameroun qui a tendance à tout politiser. Je crois que le Grand Nord est un vivier électoral pendant la période électorale, pas le jour de la rentrée. Le jour de la rentrée, c'est la rentrée. Le jour de la rentrée, c'est la rentrée. Parce que les hommes politiques ont ce cynisme-là. Vous n'êtes important que par rapport aux élections. Quand les élections passent, ils font ce qu'ils peuvent. Aujourd'hui, on n'interpelle pas les hommes politiques. On interpelle le ministre de l'Éducation, le ministre des Enseignements secondaires, de l'Éducation de base. C'est eux qu'on interpelle aujourd'hui. Parce que les hommes politiques, ils n'y sont plus. Ils ont fait ce qu'ils ont pu faire. Ils attendent les prochaines élections. Donc, ce n'est pas eux qu'on interpelle ici. On interpelle ceux qui sont chargés de l'éducation au Cameroun pour dire, lorsqu'on affecte un enseignant dans le Grand Nord, qu'il y parte.
Parce qu'ils sont nombreux ceux qui refusent d'aller enseigner parce que c'est le Grand Nord, parce que c'est enclavé, parce qu'ils donnent des raisons. Et ils s'agglutinent dans les grandes métropoles comme Douala et Yaoundé. Ils sont en surnombre dans les grandes métropoles et en sous-nombre dans l'arrière-pays. Moi, je pense que les gens, lorsque tu t'engages, tu dis j'ai l'honneur, lorsque tu fais une demande, mais il faut aller... Tu deviens automatiquement un soldat de la crête. Tu dois être un enseignant du Cameroun, pas de Douala, pas de Yaoundé. Voilà ce qu'il faut résoudre comme problème. Parce que quand on dit qu'il y a moins d'enseignants, ce n'est pas faute d'enseignants, c'est parce qu'il y en a qui refusent d'y aller. Justement, Thierry, vous voulez rajouter quelque chose sur ça? Mais il revient simplement à ce que je disais tout à l'heure. Il y a un trop-plein ailleurs. Et là-bas, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que les commodités ne facilitent pas l'immersion de ce côté. Et c'est la raison pour laquelle, justement, Bernard Batana être ministre, c'est un poste politique. Ce n'est pas parce qu'on a des qualités, qu'on a des valeurs intrinsèques ou un pedigree assez important qu'on est nécessairement ministre. Il y a des ministres... je préfère ne même pas questionner leur pedigree, mais le plus important n'est pas là. Le plus important pour moi, je continue à croire que ces ministres-là sont d'abord des acteurs politiques. Et là-bas, l'État ne peut pas tout faire, Bernard. L'État fait ce qu'il a à faire. L'État devrait davantage faire parce que l'État est garant justement de l'éducation de tous ses citoyens. Mais les hommes également, ces hommes d'affaires, ces hommes politiques, Bernard, peuvent également accompagner l'État. Ces ministres qui sont originaires du Grand Nord, ces députés qui sont originaires du Grand Nord, ces sénateurs qui sont députés du Grand Nord, ces opérateurs économiques, directeurs généraux et que sais-je encore, que font-ils, Bernard? Rappelez-vous qu'il a failli avoir les états généraux du Grand Nord tout récemment, au point où l'honorable Kavaïgué, de qu'on appelle le très honorable Kavaïgué, je ne sais pas pourquoi, a réussi justement à casser cela, à casser cette dynamique-là. Pourquoi? Parce que le problème du Grand Nord se pose avec beaucoup d'acuité de ce côté, et vivement qu'on le pose. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'une partie du Cameroun, soit totalement délaissée comme telle. C'est le cas également ailleurs. Nous également dans la Sananga maritime, on éprouve ces mêmes problèmes. Les problèmes infrastructurels et tout. Pourtant même le manque de lumière, alors que c'est nous qui produisons la lumière. Avec le barrage. Alors avec le barrage hydro. Donc le plus important n'est pas là. Le plus important c'est que, Bernard, tout le monde doit prendre ses responsabilités. Et ça commence justement par ces hommes politiques qui sont par ailleurs ministres. Justement, on va sortir de cette thématique, sortir du Cameroun et aller du côté de l'étranger. Messieurs, vous avez sûrement entendu parler de cette actualité avec le journal La Nouvelle Expression qui nous parle de la Guinée-Conakry justement et la chute d'un dictateur. C'est la titraille du journal La Nouvelle Expression. Et le messager qui renchérit en se posant la question si Alpha Condé n'est pas en train de sortir des livres d'histoire par la petite porte. Je me tourne d'abord vers vous, Bernard Batama. Je sais que vous êtes friand assez d'actualité internationale également. De ce côté-là, est-ce qu'aujourd'hui, cette actualité, en un énième coup d'État dans un pays d'Afrique francophone, est-ce que ce n'est pas une sonnette d'alarme pour ces chefs d'État qui s'éternisent à la tête de leur pays? Alors, il faut dire que 60 ans après les indépendances, les politiques devaient changer de formule, devaient changer de paradigme. L'Afrique des hommes forts, issus des coups d'État, des putschs militaires ou des révolutions des palais, doit être définitivement révolue. Maintenant, quand on revient sur le cas particulier de Alpha Condé en Guinée, ça me rappelle Ernesto Che Guevara. L'un des révolutionnaires du côté de Cuba que le monde a connu. Il le disait, lorsque on est révolutionnaire, on fait la révolution. Mais lorsqu'on accède au pouvoir, on devient bourgeois et on cesse d'être révolutionnaire. Cela s'applique à Alpha Condé. Lui-même le disait, qu'il n'y a pas de raison qu'il modifie la Constitution parce que ce sera aller contre la lutte qu'il a menée depuis 45 ans. Alpha Condé a lutté contre Sékou Touré, contre Lansana Conté pendant près de 45 ans avant d'accéder au pouvoir en 2010 en Guinée. C'était un révolutionnaire, c'était un homme qui luttait pour plus de démocratie en Guinée. Il est arrivé au pouvoir après 2 mandats. Il est devenu bourgeois.
et il a cessé d'être révolutionnaire. Le résultat, c'est qu'il sort par la petite porte. Il a juré de ne pas modifier la Constitution, mais le pouvoir l'a corrompu. Il l'a modifié. Il n'a qu'à s'en prendre qu'à lui-même. Mais il faut continuer pour dire que ce n'est pas un exemple en Afrique. L'Afrique des pushs, l'Afrique des coups d'État, l'Afrique des révolutions de palais, l'Afrique des hommes forts doit être définitivement dépassée. Justement, l'Afrique des grands hommes doit être définitivement dépassée. C'est la conclusion de Bernard Batama. Aujourd'hui, si on n'a plus de grands hommes, je vous pose la question, de quoi a besoin l'Afrique aujourd'hui, Thierry Niopé? Mais des institutions fortes. La réponse est toute trouvée, apparemment. Mais c'est clair. L'Afrique a besoin des institutions fortes parce que, justement, si la Guinée-Conakry avait des institutions fortes, on n'aurait pas procédé à la modification de la Constitution justement pour permettre à Alpha Condé de briguer un autre mandat. C'est la raison pour laquelle, à un moment donné, je vous rappelle qu'il a modifié la Constitution, il a pris un troisième mandat, Bernard l'a dit tout à l'heure, il s'est embourgeoisé. Alors que le révolutionnaire qu'il était, l'intellectuel, je peux faire encore le souligner, qu'il avait une vision pour ce pays. Aujourd'hui, cette vision a été quelque peu émoustillée. Tantôt, on dit que c'est à cause de son franc-parler vis-à-vis de la mère patrie, la France. À un moment donné, il a voulu se désolidariser de ceux qui l'auraient placé à cette haute fonction-là. Moi, je crois que non. S'il avait respecté simplement ce que la Constitution disait, il ne serait pas arrivé à ce niveau. Aujourd'hui, c'est un pays... Et ce qui est d'ailleurs curieux, si vous avez vu les images qui viennent de là-bas, la population exulte. La population est fière. Comme libérée. Effectivement, comme libérée de l'oppression. On peut maintenant comprendre, questionner les différents titres où on parle d'un dictateur. Justement, la nouvelle expression. Est-ce pour autant qu'il était dictateur que ça? Chacun y va de son verbe. Mais je continue à croire quand même qu'on n'avait pas besoin de cela. On n'avait pas besoin de cela. L'Afrique a besoin des institutions fortes pour répondre une fois de plus et revenir à votre question. Et c'est le cas pour d'autres pays. Le jour où les Africains comprendront qu'on n'a pas nécessairement besoin des hommes forts à la tête de nos États, je crois que beaucoup de choses... Justement, ça me permet d'embrayer avec autre chose. Est-ce que cette nouvelle révolution à la tête d'un État d'Afrique francophone, d'Afrique subsaharienne francophone, devrait faire tache d'huile? Est-ce que ça devrait susciter un certain nombre d'inquiétudes chez ces chefs d'État qui cumulent plusieurs années à la tête de leur pays? Je vous rappelle que les réalités sont plurielles et pas nécessairement comparables. Vous ne comparerez jamais la Guinée-Conakry au Cameroun. Maintenant, même au Cameroun, je vous rappelle que le verrou de la limitation des mandats a été sauté depuis fort longtemps. Justement. Et aujourd'hui, le chef de l'État camerounais, Alpha Condé, n'avait que 11 ans à la tête de son pays. Au Cameroun, le chef de l'État camerounais y est depuis pratiquement 39 ans. Oui. Les réalités ne sont pas les mêmes. Peut-être le peuple guinéen, avec une armée... En réalité, je n'aurais pas questionné les différents... Ce n'est pas le lieu. Hein, peut-être ce n'est pas la problématique ici. Mais si ça avait été le cas, on aurait comparé le Cameroun à la Guinée-Conakry en se demandant si la Guinée-Conakry ne parle pas au Cameroun. Mais je continue à croire que si les uns et les autres procèdent de la sorte, c'est parce que, en fait, à côté de cela, on en a certainement marre. Il faut que les gens comprennent qu'on n'est pas... Même si on est comme Zeus, on finit par tomber. Oui. Donc, tel qu'en soit les cas, on finira par laisser le pouvoir un jour. Pourquoi ne pas le laisser selon ce que la Constitution a prévu? Parce que les choses avant que les choses ne nous selon quittent. Hobbes, les gens se sont mis d'accord, se sont entendus sur un contrat social. Le contrat social doit être respecté. C'est le cas également au niveau de nos différentes entités, au niveau de nos directions générales, où quand on est nommé, on s'oublie quelque peu. Et même celui qui vous nomme vous oublie parfois à ces hautes fonctions-là. Et le problème se pose de plus en plus. Il y a... quelques-uns qui sont ces derniers. Je crois le procès devra s'ouvrir aujourd'hui, s'il y a bonne mémoire. Demain. Donc, voilà, parce qu'à un moment donné, quelque peu, ça frise l'immoralité. L'illégalité n'est pas toujours concevable. Quand la loi dit que c'est comme ça,
ayons le courage, comme le professeur Birolé l'a fait, de dire la loi a prévu et respectons la loi. Moi, je me permets de demander ma démission quand bien même on ne me démissionnerait pas. Donc voilà, il faudrait que l'on comprenne que les hommes doivent être capables de se surpasser et de donner la possibilité ou la chance aux autres de pouvoir également apporter leur pierre à l'édifice. Justement, on va sortir de cette émission avec une une actualité qui fait le tour des tabloïds. Ce match de qualification comptant pour la Coupe du Monde 2022 et la mise à l'écart de la presse privée. Et Mutation parle d'un huis clos trompeur et dénonce le non-achèvement des travaux du côté du stade Olembe. Bernard Batama, se dirige-t-on vers un Olembe Gates? Non, on ne peut pas concevoir un match de football sans la presse. Si tant il est vrai que c'est la presse qui fait l'histoire du présent. Maintenant, qu'est-ce qui a motivé les autorités à fermer le stade d'Olembe à la presse? Il faut interroger. On évoque la résurgence de la Covid-19 et on évoque autre chose. Mais dans les faits, il semble que le stade n'est pas totalement achevé. Mais ils se sont défendus en disant que maintenant l'aire de jeu est au top niveau, on peut déjà jouer sur l'aire de jeu, même si par ailleurs toutes les infrastructures ne sont pas à point. Et nous savons que le délai qu'on a fixé pour la remise des clés du stade Olembe, je crois que c'est en octobre. Oui, on ne peut rien attendre octobre. Aujourd'hui, là, il serait prématuré de parler d'Olembe Gate aujourd'hui. Mais sauf que il faut le dire pour s'étonner de ce qu'il y a comme un jeu de ping-pong entre la FECAFOOT et la CAF. Autant la CAF dit qu'elle a été flouée par la FECAFOOT, autant cette CAF a fait plusieurs missions au stade, plusieurs missions d'inspection en compagnie du ministre de la Jeunesse et des Sports. On ne peut pas comprendre qu'après avoir fait plusieurs missions d'inspection, on déclare encore avoir été floué. On déclare avoir été floué. Bon, maintenant, quel est le jeu? Ça, c'est un jeu trouvé de la CAF donc, qui vraiment rend un peu mal en point. En point, on ne comprend pas pourquoi la CAF fait des retournements aussi spectaculaires qui peuvent vous mener à créer le trouble dans l'esprit des gens. Moi, je pense qu'on devait voir les choses avec sérénité, attendre qu'en octobre, que le stade soit retrocédé. Justement, Thierry Niopé, un dernier mot sur cette thématique. La CAF aujourd'hui accuse le Cameroun de l'avoir floué. Est-ce qu'on peut réellement parler d'une affaire, d'un nouveau scandale, notamment au Olembe Gates? En réalité, je n'aimerais pas revenir là-dessus parce que Bernard a suffisamment tout dit et surtout compte tenu de ce que le temps nous prend par la gorge. Le plus important est que ce chantier soit totalement livré et que les spectateurs vivent justement ce moment exceptionnel de sport. La CAN, il est clair que ne sera pas retirée au Cameroun en janvier janvier 2022. Les délais sont tellement courts qu'on ne peut pas donner la CAN à un autre pays. Espérons simplement que la fête sera belle et que les uns et les autres prendront leurs responsabilités pour voir justement cette infrastructure sportive voir finalement le jour. Justement, mesdames et messieurs, c'est avec cette titraille que nous mettons la clé sous le paillasson pour cette autre édition de la revue des Grandes Unes. Merci Bernard Batana d'avoir été des nôtres. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci Thierry Niopé. C'était éventuellement un plaisir. En vous souhaitant un bon retour à vos différentes rédactions, mesdames et messieurs, restez en compagnie des programmes d'Equinox Télévision qui se poursuivent. Tout de suite après, retrouvez Michel Gachou et toute son équipe pour 10-12 le Zénith.